Bon, donc on va pouvoir commencer. Merci aux courageux et aux courageuses qui ont bravé les problèmes de transport pour venir quand même. Bienvenue à ce dernier cours de cette série sur les réseaux de neurones, l'apprentissage et la physique quantique. Alors aujourd'hui, d'abord je voudrais vous dire que notre séminariste du jour est Ambroise van Roeckeghem, que je remercie beaucoup d'être venu de Grenoble, encore malgré les problèmes de train, pour venir donner le séminaire d'aujourd'hui. La séance est en grande partie consacrée à une introduction à l'utilisation des méthodes d'apprentissage et de réseaux de neurones pour améliorer les calculs de structure électronique. C'est un sujet assez vaste, enfin même très vaste, et donc je regrette un petit peu de le survoler vraiment superficiellement en une séance. J'avais prévu, vous vous souvenez au départ, d'y consacrer 2 séances, mais l'introduction des fonctions d'onde variationnelles pour les fermions a pris plus de temps que je ne pensais, et donc voilà, ça sera un survol un peu superficiel. Donc Ambroise, lui, va nous faire un séminaire qui ne sera pas superficiel, et va nous parler de l'utilisation des méthodes de machine learning pour la dynamique moléculaire et les champs de force, les surfaces d'énergie. C'est un domaine qui, je pense, il est juste de le dire, mais Ambroise nous donnera son opinion, est en train de révolutionner complètement la dynamique moléculaire. Et donc, ce sera ça le sujet du séminaire. Alors, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, le menu du jour, si vous voulez, c'est 2 choses. D'abord, je voudrais rapidement, donc c'est une partie un peu distincte du cours, je voudrais vraiment rapidement vous donner quelques résultats sur l'utilisation des fonctions d'onde fermioniques à fermions cachés, donc ce qu'on avait appelé la dernière fois Hidden Fermion Determinantal States. Je vous avais montré le formalisme général que je vais quand même rappeler aujourd'hui pour ceux et celles qui n'étaient pas là la dernière fois. Et je vais vous montrer quelques résultats numériques. Je vais essayer d'être rapide là-dessus. Si vous avez des questions, on peut en discuter à la fin du cours, de manière à pouvoir consacrer l'essentiel du cours à la théorie de la fonctionnelle densité, à l'apprentissage. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le cadre de la théorie de la fonctionnelle densité avec les approches d'apprentissage et les réseaux de neurones. Je pense que tout le monde n'est pas nécessairement familier, certains sont des experts, j'en vois dans la salle, mais tout le monde n'est pas nécessairement familier avec la théorie de la fonctionnelle de densité, donc je vais passer quand même un peu de temps à en rappeler les bases. Alors, d'abord donc la première partie, rapidement, sur les fonctions d'onde à fermions cachés. Donc vous vous souvenez que le formalisme des fermions cachés peut être résumé de la manière suivante. On élargit l'espace de Hilbert, donc ça c'est un concept qui est très général et qui a été utilisé depuis plusieurs dizaines d'années dans le domaine des fermions fortement corrélés, sous le nom en général de variables auxiliaires ou esclaves. On étend l'espace de Hilbert, un espace de Hilbert non physique. On avait vu l'exemple le plus simple historiquement qui est celui juste d'un boson qui représente les trous du système. Et puis on va introduire une contrainte qui caractérise les états physiques dans cet espace étendu et projeter donc tous les états sur le sous-espace des états physiques. Et donc l'idée qui est derrière ces fonctions d'onde variationnelles, en l'occurrence l'espace de Hilbert est étendu avec des degrés de liberté fermioniques, l'idée qui est derrière, c'est que si on considère une fonction variationnelle extrêmement simple dans l'espace étendu, un simple déterminant de Slater, quand on le projette sur l'espace physique, il devient une fonction d'onde avec des corrélations entre fermions. Donc c'est ça l'idée de base. Donc le cartoon qui est là est censé représenter l'espace étendu. Ici, vous avez le sous-espace physique. Au sein de ce sous-espace physique, vous avez un segment qui serait ce segment vert, qui est le segment des déterminants de Slater. Ici, ce sont les déterminants de Slater dans l'espace étendu, tout cet espace bleu. Et puis vous voyez ici, on va considérer une fonction d'onde qui est un déterminant de Slater dans l'espace étendu, mais quand on le projette sur l'espace physique, eh bien, on obtient une fonction d'onde avec des corrélations. Alors pour être plus précis sur le formalisme, donc on avait développé tout ça, j'avais développé tout ça au tableau la dernière fois, donc c'est juste un rappel. Ce qu'on fait, c'est que
on introduit, alors vous vous souvenez de cette notation sur les déterminants de Slater, où on introduit une table, qui est une table dont les indices de colonne numérotent les fonctions d'onde qui sont introduites dans mon déterminant, dont je vais avoir besoin pour construire mon déterminant de Slater, et puis les lignes, donc l'indice P, déterminent les modes. C'est-à-dire, par exemple, pour un modèle de Hubbard, dans l'espace physique, les modes, ça sera de 1 à 2 fois le nombre de sites du réseau. Donc, en gros, c'est le nombre de sites fois 2 pour le spin. Voilà. Et donc, si j'avais juste une fonction d'onde, un déterminant de Slater dans un espace physique, j'aurais juste besoin de cette partie de la table qui est ici, qui sont les amplitudes des fonctions d'onde de la fonction d'onde alpha sur le mode P. Donc, en gros, comment la fonction d'onde alpha se répartit sur I sigma, les indices de spin et de site. Et donc, l'idée, c'est d'étendre cette table à un secteur caché. Donc, le secteur caché, il a des modes cachés qui sont indexés par P tilde, et il a aussi de nouvelles fonctions d'onde qui vivent dans le secteur caché, qui sont indexées par alpha tilde. Donc, vous voyez ici, il y a 4 blocs. Il y a la fonction d'onde des fermions physiques sur les modes physiques, des fermions cachés sur les modes physiques, etc. Donc c'est ça l'idée de base. Et la seconde idée, c'est qu'on va associer de manière univoque une configuration des fermions cachés à toute configuration des fermions physiques. C'est-à-dire une fois que j'ai spécifié la configuration X. Alors ici, j'utilise une notation première quantifiée, où X, ça serait la position du fermion 1 dans le réseau, la position du fermion 2 dans le réseau, etc. Ici, j'utilise une notation seconde quantifiée, où N, ça serait le nombre d'occupations de l'état considéré. Dans les deux cas, on a une relation qui, à tout X, associe une configuration X tilde ou N tilde unique des fermions dans l'espace caché. Voilà. Et la fonction d'onde que je considère, c'est un déterminant de Slater de ces orbitales. Donc les phi, c'est ces colonnes-là. Les chi, ce sont ces colonnes-là. Donc les phi, ce sont les fonctions d'onde des fermions physiques. Les chi, les fonctions d'onde des fermions cachés. Et ceci est un déterminant de Slater qui est projeté sur le sous-espace qui obéit à cette contrainte. Donc c'est ça la construction. Alors, en pratique, à chaque configuration X de mes fermions physiques, donc X désigne une configuration de mes fermions physiques, à chaque configuration de mes fermions physiques, j'ai une amplitude de la fonction d'onde, donc la fonction d'onde se développe comme une somme sur X de psi de X, X, une amplitude de la fonction d'onde qui est un déterminant de Slater, qui contient les coordonnées des fermions physiques ici, et puis ici, dans le secteur caché, des amplitudes qui sont les fonctions d'onde du secteur caché, sur les modes du secteur caché, pris pour la configuration unique f de x, déterminée par la contrainte. Et alors le point absolument clé de cette approche, c'est qu'on ne va pas paramétriser individuellement la contrainte f de x de l'amplitude, des amplitudes phi h, qui h, qui v, phi v. On va simplement utiliser cette amplitude-là pour chaque configuration et optimiser tous les éléments de cette matrice en représentant les lignes qui vivent dans le secteur des modes cachés par des réseaux de neurones. Donc c'est ça l'idée de base. Et donc vous voyez que quand je fais ça, on a complètement omis de préciser quel est l'espace de Hilbert des modes cachés. On n'a plus besoin de le préciser. La seule chose qu'on a besoin d'optimiser, c'est les amplitudes de la fonction d'onde. Et en fait, une fois qu'on a fait... Donc on optimise la fonction d'onde par Monte Carlo, par échantillonnage Metropolis, comme on l'a vu lors des cours précédents. Et une fois qu'on a introduit cette procédure, on ne sait plus quel est l'espace de Hilbert étendu des modes cachés. On n'a pas besoin de se poser cette question et on ne peut même pas remonter au sens de cette contrainte physique. C'est juste une fonction d'onde générale. Alors en fait, on peut montrer, et je ne vais pas le faire aujourd'hui, j'en laisse la primaire à la thèse de Javier Robledo Moreno, on peut montrer que si on s'intéresse
à la simulation d'un système en un temps, aux fonctions d'onde qui peuvent être simulées par Monte Carlo variationnel en un temps polynomial, on peut montrer qu'en fait, ces fonctions d'onde, ces déterminants Slater à fermions cachés, sont très générales et contiennent en particulier les fonctions d'onde de backflow et aussi, ça on l'a déjà vu la dernière fois, une fonction d'onde de type déterminant Slater fois un facteur de Jastrow, un facteur de Gutzwiller. Donc, comment ça marche, cette représentation par réseau de neurones? Donc là, j'ai écrit explicitement une grande matrice qui est l'amplitude de la fonction d'onde sur une configuration X. Toutes ces amplitudes ici, qui font intervenir la configuration X elle-même, sont des nombres complexes qui sont individuellement optimisés par la procédure habituelle de descente de gradient et Monte Carlo variationnel. Et puis chacune de ces lignes ici, chaque ligne de la matrice, est représentée par un perceptron dans lequel on met en entrée, la couche d'entrée du perceptron, c'est la configuration physique X, ou plus exactement la configuration des nombres d'occupation, puisque pour assurer l'antisymétrie de psi de x, il faut que la fonction f de x soit symétrique par permutation de ses arguments. Donc on entre ici la configuration n, c'est ce que ce petit dessin ici veut représenter. Ici, vous voyez, c'est une représentation première quantifiée où je dis quel fermion est sur quel site, et puis je la projette sur les nombres d'occupation, où les fermions deviennent indistinguables. Ça, c'est la configuration n, qui est ma couche d'entrée de chacun de ces perceptrons. C'est un perceptron tout à fait standard, hein, avec des biais et des poids, et des connexions, des biais et des connexions entre couches, et une fonction d'activation qu'on a pris comme étant la tangente hyperbolique. Et en sortie, il peut y avoir plusieurs couches, en sortie, ce perceptron nous donne les amplitudes des différents éléments de cette matrice. Et donc il y a un perceptron par ligne. Donc vous voyez que les paramètres qui interviennent dans l'expressivité de cette fonction d'onde, ça va être le nombre de lignes qui sont ici, c'est-à-dire le nombre de fermions cachés, donc n tilde, et puis le nombre de couches dans mes perceptrons, la profondeur de chaque réseau. Donc voilà le formalisme. On a déjà vu tout ça la dernière fois, mais c'était essentiellement un peu vite. Donc je l'ai rappelé ici. Maintenant, je vais vous montrer quelques résultats. Alors évidemment, on n'est pas obligé de paramétriser ce secteur caché par des réseaux de neurones. On peut aussi revenir au cours 4 et utiliser des contraintes f de x qui sont motivées par des considérations physiques, par exemple des Jastrow, des Gutzwiller, des choses comme ça. Et donc je vais vous montrer quelques comparaisons. Donc ici, c'est une sorte de benchmark pour le modèle de Hubbard à 16 sites à 2 dimensions. Et ce qu'on voit ici, c'est la comparaison. Alors, donc, la ligne ici en pointillé, donc ce que vous avez ici, c'est l'erreur relative par rapport à l'énergie exacte. Avec 16 sites, on peut déterminer l'énergie exacte. Donc, l'erreur relative par rapport à l'énergie exacte pour tout simplement Hartree-Fock, qui serait, ou disons Hartree-Fock étendu, dans lesquels on autorise la matrice phi à coupler les deux secteurs de spin up et down, avoir des amplitudes qui mélangent up et down. Donc ça vous donne, en fonction de U ici, ça vous donne cette erreur relative. Donc ça, c'est un peu le plus simple que vous puissiez faire, un simple déterminant de Slater non restreint. Et puis ici, vous voyez en marron, c'est la fonction d'onde de fermions cachés dans lesquels on a mis à la main un facteur de Jastrow pour la contrainte. Et donc vous voyez que ce n'est pas mieux qu'Hartree-Fock. Alors vous pouvez évidemment faire mieux. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre un facteur de type Gutzwiller dans la contrainte f de x. Donc toujours pas de réseau de neurones, hein, pas d'apprentissage, pas de paramétrisation par des perceptrons. Alors là, vous voyez que vous abaissez l'énergie pas mal. Hein. Et en fait, vous êtes comparable, mais vous êtes en fait simplement comparable à ce que vous obtiendriez par une méthode de Jastrow classique, un petit peu meilleure, mais comparable. Et puis, pour les aficionados, il y en a dans la salle des spins esclaves. On peut en fait utiliser une contrainte f de x qui
essentiellement est celle des slave spin methods, qui est ces points verts. Vous voyez que bon, tout ça se tient dans un mouchoir de poche. Alors maintenant, on va voir ce qui se passe quand on paramétrise ces amplitudes par un perceptron. Et donc là, ce qu'on a reproduit sur cette figure, donc cette fois c'est le modèle de Hubbard. Donc c'est toujours le modèle de Hubbard à quart remplissage. J'avais oublié de préciser le remplissage. Cette fois pour pour 3 valeurs différentes de U, qui sont ici, donc voilà en unité du hopping. Et elles sont comparées à une des meilleures méthodes variationnelles qui était dans le transparent précédent, qui est en fait quand on combine un déterminant de Slater avec un facteur de Jastrow optimisé par une machine de Boltzmann, qui est aussi des méthodes qui avaient été introduites avant ce travail. Et donc vous voyez que là, et ça c'est tracé en fonction de la densité du perceptron qu'on utilise. 1 sur la densité du perceptron qu'on utilise, donc plus on va vers là, plus on a de paramètres variationnels. Et donc vous voyez qu'on améliore la précision du calcul variationnel par quasiment 2 ordres de grandeur. Donc en laissant toute cette liberté variationnelle paramétrisée par ces perceptrons, on améliore considérablement le résultat, et on peut encore améliorer ce résultat en imposant des symétries, parce que ces résultats-là ont été obtenus sans imposer aucune symétrie, et en imposant des symétries, donc là il y a une comparaison entre ce type de résultats, qui sont les points bleus, sans imposer de symétrie, et puis les résultats en imposant des symétries. Donc vous voyez qu'on gagne encore à peu près une demi-décade en précision. Alors, encouragé, je reviendrai à ça, encouragé par ce genre de choses, on peut essayer de faire une comparaison à des systèmes qui sont maintenant à peu près l'état de l'art, pour le modèle de Hubbard, qui sont des grands cylindres avec une condition de bord périodique sur la grande direction et ouverte sur la petite direction. Alors pourquoi on choisit cette géométrie? Parce qu'elle permet des comparaisons aux approches de DMRG. On a des spécialistes dans la salle aujourd'hui, les approches de DMRG qui travaillent avec ce type de conditions limites. Donc voilà, ça c'est des grands cylindres de largeur 4 transversale et de longueur 32. Et il est bien connu que l'état fondamental du modèle de Hubbard, dans ce régime de petit dopage, qui a ici c'est dopage 1/8, a un état fondamental. On l'a déjà vu dans des cours précédents, quand j'ai parlé de Hartree-Fock pour le modèle Hubbard, qui est un état de stripes, avec une modulation de la densité de spin et de la densité de trous. Et donc ce que vous voyez ici, en fonction de la taille longitudinale de ces cylindres, c'est la comparaison entre ces méthodes de fermions cachés, donc qui sont ces points bleus, et les calculs DMRG, disons état de l'art, en imposant, alors en fait on impose un petit potentiel pour générer l'état de stripes, et puis on le relaxe au cours de l'optimisation, et il y a des minima locaux dans le paysage d'énergie, donc on peut regarder soit une configuration qui a un état de ruban ou de stripes demi-rempli, où les stripes sont demi-remplis, soit un état où on a des stripes complètement remplis. Et on sait que quand T' égale 0, c'est ça l'état fondamental. Et vous voyez ici une comparaison entre le DMRG et ces méthodes de fermions cachés avec optimisation de chaque ligne par un perceptron. Et donc vous voyez qu'essentiellement, on fait essentiellement aussi bien que le DMRG sur ces systèmes. Voilà, donc c'est là que se situent, disons, les progrès. C'est dans le fait d'optimiser ces entrées par une paramétrisation très flexible et très universelle, qui est ces réseaux de neurones, qui permettent d'améliorer l'énergie variationnelle considérablement. Alors ces méthodes de fermions cachés sont très récentes, et elles commencent à être appliquées à d'autres systèmes. Pour ceux qui viennent à la conférence la semaine prochaine, il y a une application qui sera présentée par un des orateurs, Alessandro Lovato, à la matière nucléaire, à l'équation d'état de la matière nucléaire, en utilisant ces méthodes de fermions cachés, cette fois dans le continu, directement dans le continu, puisque cette méthode peut s'étendre à une méthode directement dans le continu.
Bon, je ne vais pas passer plus de temps sur ce sujet. Je pensais y consacrer 10 minutes. J'ai déjà consacré 20 minutes. Mais je voulais quand même vous montrer des résultats. Ce n'est pas, comme on l'a déjà décrit au cours d'un des cours précédents, ce n'est pas la seule méthode sur le marché qui existe pour aborder les fonctionnements fermioniques par des réseaux de neurones, mais c'est une des méthodes voilà, que je trouve prometteuse. Alors maintenant, je vais complètement changer de sujet. Je ne sais pas s'il y a des questions sur ces questions de fermions cachés, avant qu'on change de sujet. Bon, donc je vais complètement changer de sujet et je vais vous parler de fonctionnels de densité. Donc assez rapidement, je vais commencer simplement pour ceux et celles qui ne sont pas familiers avec le concept de fonctionnel de densité, de vous rappeler les bases. Et puis ensuite, on verra un certain nombre d'applications. Alors, encore une fois, ça va être un survol et surtout un choix de quelques sujets, parce que c'est un domaine en pleine effervescence. Donc, ça va juste être un choix, en gros, pour vous inciter à lire la littérature et à vous intéresser à ce sujet. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que la fonctionnelle de densité? Donc, on peut voir la fonctionnelle de densité comme une méthode très très générale qui permet de traiter les systèmes de fermions en interaction, que ce soit dans le continu ou sur le réseau. Alors évidemment, historiquement, la théorie de la fonctionnelle de densité introduite par Kohn et Hohenberg, puis Kohn et Sham, a été faite pour les matériaux, donc pour l'hamiltonien universel des matériaux, qui est ici écrit dans des unités où la charge de l'électron est 1 et h bar vaut 1. Donc vous reconnaissez ici un terme d'énergie cinétique qui s'appelle K, qui est l'énergie cinétique des électrons. Tout ça est écrit dans l'approximation de Born-Oppenheimer où les noyaux, qui sont les coordonnées Rn, sont fixés. Donc j'ai l'énergie cinétique des électrons, j'ai le potentiel à un corps que voit chaque électron, qui est simplement la somme des potentiels coulombiens dus au noyau. Donc sur chaque électron RI, N c'est le nombre d'électrons, Nn c'est le nombre de noyaux. Sur chaque électron RI, je vois un potentiel coulombien qui est dû au noyau. Le noyau a une charge Zn, Zne. Et puis il y a une interaction entre électrons qui est bien entendu le terme difficile, qui est l'interaction de Coulomb. Donc la théorie repose sur la séparation de l'hamiltonien en trois termes, un terme d'énergie cinétique, un terme de potentiel à un corps et un terme d'interaction. Alors on peut aussi appliquer la théorie de la fonctionnelle de densité à un modèle sur réseau, un modèle cette fois, et pas à l'hamiltonien ab initio d'un matériau. Par exemple ici, pour des fermions sans spin qui interagiraient avec une interaction plus proche voisin entre sites à une dimension, eh bien l'énergie cinétique c'est le terme de Saul, et le potentiel peut être un potentiel à un corps quelconque qui dépend du site considéré, et puis l'hamiltonien d'interaction serait ça. Alors, je cite ce modèle ici puisque vous allez voir dans quelques slides une application des réseaux de neurones à un côté assez fondamental de la théorie de la fonctionnelle de densité qui est implémentée sur ce modèle jouet pour simplifier. Alors sur quoi repose le concept de la fonctionnelle de densité? Donc là, je n'ai pas résisté à vous montrer une citation très connue de Walter Kohn dans son discours Nobel de 1999, où il dit qu'en gros, alors c'est un petit peu une critique de l'ensemble de ce cours, d'une certaine manière, puisque une bonne partie de ce cours est fondée sur la construction de fonctions d'onde variationnelles pour les systèmes de spin ou pour les systèmes de fermions. Et ce que nous dit Walter Kohn dans cette phrase, c'est que le concept même de fonction d'onde, alors il est quand même un peu modéré, hein. Il dit quand le système a plus que 1000 électrons. Bon. Le concept même de fonction d'onde n'est pas un concept scientifique légitime. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Bon, il veut dire que cette fonction d'onde est beaucoup trop complexe pour qu'on y pense, mais les réseaux de neurones, peut-être, y pensent eux mieux que nous. Donc n'est pas un concept légitime, et qu'en fait il faut introduire une autre quantité beaucoup plus condensée, beaucoup plus compacte pour penser aux configurations du système. Et donc ici vous avez Walter Kohn, Pierre Hohenberg et Lou Sham qui sont les pionniers de la théorie de la fonctionnelle de densité.
Alors pour ceux et celles qui ne sont pas familiers avec la théorie de la fonctionnelle de densité, j'ai condensé sur ce slide quelques références. Il y en a évidemment. La théorie de la fonctionnelle de densité, comme vous le savez certainement, est une des théories physiques qui est le plus citée dans la littérature, voire la plus citée dans la littérature de toutes les théories physiques. Donc, sans transparent ne suffirait pas à donner une liste de références sur le sujet, donc j'en ai concentré quelques-unes. J'aime beaucoup les notes de cours de Julien Toulouse, que vous trouverez sur le web, et ça c'est un lien cliquable quand vous aurez le PDF de ces slides, qui s'appelle tout simplement Introduction to Density Functional Theory, qui est vraiment très très clair et très précis. Donc Julien Toulouse, c'est un chercheur qui est plutôt du côté de la chimie quantique, qui est à Paris, après avoir fait un postdoc à Cornell. Kieron Burke, qui évidemment a joué un rôle essentiel dans les fondements de la fonctionnelle de densité, célèbre fonctionnel PBE également. J'aime bien cet article un peu provocateur, Lies My Teacher Told Me About DFT, qui utilise un modèle jouet, tout simplement de modèle de Hubbard à 2 sites pour démystifier un certain nombre d'aspects de la théorie de la fonctionnelle de densité. Et j'aime aussi bien cet article ici, qui est dans American Journal of Physics, qui s'appelle DFT in Introduction, parce qu'il présente la théorie de la fonctionnelle de densité fondamentalement comme une transformation de Legendre de l'énergie, qui est l'approche que je vais utiliser ici, qui je trouve est particulièrement parlante, et puis des textes classiques de revues ou des livres. Donc, comme nous le dit Walter Kohn, ce qui est central dans la théorie de la fonctionnelle de densité, c'est la densité de charge, ou la densité de particules locale, en un point donné. Donc, dans une notation première quantifiée, ça serait tout simplement, et dans le cas des électrons dans le continu, ça serait tout simplement cet objet, la valeur moyenne de cet objet dans la fonction d'onde du fondamental, que j'ai réécrite ici dans une notation plutôt seconde quantifiée, utilisant l'opérateur de champ dans le continu. Et si je débobine cette expression, vous voyez que ça consiste tout simplement à prendre le module carré de la fonction d'onde à n-corps et à intégrer ce module carré de la fonction d'onde à n-corps sur toutes les coordonnées des particules sauf une, qui nous donne, disons, la probabilité de présence d'un électron non spécifié en un point R. Et n de R est normalisé ici, de sorte que l'intégrale sur le volume de n de R me donne le nombre d'électrons. Alors de même, dans un modèle sur réseau, comme celui de tout à l'heure, ça serait tout simplement la valeur moyenne dans l'état fondamental de l'opérateur densité locale. Et de nouveau, alors ici, L, c'est un site. Hein, et puis de nouveau, somme sur L de NL égale N. Voilà l'objet de base. Alors, la théorie de la fonctionnelle de densité, c'est une théorie exacte qui est fondée sur un certain nombre de résultats qui sont absolument étonnants quand on y pense, mais qui sont aussi très faciles à les montrer. Donc c'est ça qui est assez remarquable dans cette théorie. Et le premier théorème de base qui fonde la fonctionnelle de densité comme une théorie exacte, c'est ce qu'on appelle le théorème de Hohenberg et Kohn, donc il date de 1964, et qui a été développé et inventé ici, tout près d'ici, au sommet de cette colline, à l'école normale, durant un séjour sabbatique de Walter Kohn à l'école normale. Pierre Hohenberg était à l'époque tout jeune et avait rencontré, je crois, Walter Kohn à l'ENS. Tout ça se passait dans le bureau de Philippe Nozière à l'école normale. Ah, ça c'est intéressant. Donc il va falloir que je fasse quelque chose. Voilà. Et que nous dit ce théorème de Hohenberg-Kohn, premier théorème de Hohenberg-Kohn? Ce qu'il nous dit, c'est qu'il existe une correspondance bijective entre la densité de charge locale et le potentiel à un corps qui spécifie l'hamiltonien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, maintenant, ça ne marche plus. Et ça non plus. Ah. Voilà. Tout est revenu normal. Donc, je vous rappelle que l'hamiltonien ici est constitué de l'énergie cinétique, de l'énergie d'interaction, de l'hamiltonien d'interaction, et de ce terme de potentiel à un corps. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer un hamiltonien pour lequel la forme de l'énergie cinétique et la forme de l'hamiltonien d'interaction sont fixées,
Donc bien entendu, ce théorème est valable étant donné une forme fixée de l'hamiltonien d'interaction, l'interaction de Coulomb, et on va s'autoriser à varier le potentiel à un corps qui est là. Alors évidemment, si je prends un potentiel à un corps, je peux en principe résoudre cet hamiltonien, calculer la fonction d'onde fondamentale et calculer la densité. Et le problème qu'on se pose, c'est le problème inverse. Je prends la densité de charge du système, donc qui est une fonction d'une coordonnée, et je me demande, est-ce qu'il existe un potentiel à un corps unique tel que la solution du problème dans cet hamiltonien pour ce potentiel soit cette densité de charge. Et la réponse à cette question, que prouvent Hohenberg et Kohn, c'est oui. Il existe une correspondance bijective entre le potentiel à un corps et la densité de charge locale. Donc vous voyez que ça, c'est-à-dire que si je vous donne la densité de charge d'un matériau, cette donnée suffit en principe à caractériser complètement le matériau dont vous êtes parti. C'est ça l'idée de base, puisque ce qui distingue un matériau d'un autre matériau, c'est simplement le potentiel à un corps V de R qui me dit, qui provient de la donnée de la position des noyaux et de leur espèce chimique. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que N de R suffit à caractériser complètement l'hamiltonien, et donc suffit à caractériser complètement toutes les caractéristiques du système, en fait, puisque si vous avez N de R, vous connaissez l'hamiltonien. Le théorème de Hohenberg-Kohn vous dit qu'il existe un potentiel unique. S'il existe un potentiel unique, l'hamiltonien est complètement fixé. À partir de cet hamiltonien, vous pouvez en principe calculer le spectre complet, les observables physiques, etc. etc. Donc la donnée de la densité de charge spécifie complètement le système. Elle spécifie en particulier la fonction d'onde du fondamental, l'énergie du fondamental, à partir de laquelle vous pouvez calculer N de R. Donc vous voyez que si vous avez V de R, le potentiel en suivant ce chemin, vous pouvez calculer N de R. Et si vous connaissez N de R, le théorème de Hohenberg-Kohn vous garantit qu'il existe un V de R unique. Donc cette relation entre N de R et V de R est bijective. Alors tout ça est vrai, modulo un certain nombre de conditions sur la régularité du potentiel V, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails mathématiques. Il y a des conditions, mais ces conditions sont très générales. Donc voilà le théorème de Hohenberg-Kohn. Alors, comment est-ce qu'on prouve le théorème de Hohenberg-Kohn? Alors, je vais essayer de vous faire ça au tableau rapidement. Et puis, ensuite, je vous montrerai plutôt des notes sur l'écran, parce que sinon, je n'arriverai pas à finir ce cours. Donc, premier théorème de Hohenberg-Kohn, et vous verrez, la preuve est extrêmement simple. Donc, comment on fait ça? Alors, on va d'abord montrer une chose. Donc, premièrement, on va montrer que si j'ai un système pour lequel la densité de charge est fixée, je ne peux pas avoir deux fonctions d'onde qui donnent la même densité de charge. Donc on va supposer, on va procéder par l'absurde. Je crois qu'en latin, dans le texte, qui est aussi en anglais, on dit ad absurdum. Donc on va supposer que le potentiel V1 et le potentiel V2 ne diffèrent pas d'une simple constante. Donc ça, c'est notre hypothèse. Et je vais vous montrer qu'il n'est pas possible d'avoir deux fonctions d'onde, donc ça c'est la fonction d'onde à n corps complète, qui ont la même densité de charge et qui soient égales. Donc supposons que ψ1 soit différent de ψ2, donc qu'est-ce que ça implique? Ça implique que chacune satisfait l'équation de Schrödinger, donc K plus V1 plus H interaction ψ1 égale E1 ψ1. De la même manière,
Oui, non, pardon, je vais supposer que psi1 égale psi2, égale psi. Donc c'est la même fonction d'onde. De la même manière ici avec 2 psi égale E2 psi. Donc vous voyez que ma fonction d'onde psi doit satisfaire l'équation suivante. V1 moins V2 psi en soustrayant les deux équations égale E1 moins E2 psi. Et donc regardons ce que ça veut dire de manière concrète. Ça veut dire que la somme de I égale 1 à n, je vais appeler ça delta V, donc c'est un certain potentiel, et ça delta E. Donc ça veut dire que la somme de I égale 1 à n de delta V de Ri psi de R1 Rn égale delta E psi de R1 Rn. Et donc ça, vous voyez que ça veut forcément dire, en divisant par psi, vous voyez que ça veut forcément dire que delta V est une constante. Donc, notre hypothèse que psi1 égale psi2 n'est pas correcte, donc nécessairement psi1 est différent de psi2. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, maintenant on sait que psi1 est différent de psi2, donc je peux appliquer le principe variationnel. Donc appliquons le principe de variationnel à la fonction d'onde 1. Donc j'ai l'énergie du fondamental de la fonction d'onde 1, qui est psi1 h psi1, et je vais considérer la fonction d'onde 2 comme une fonction variationnelle pour cet Hamiltonien. Donc ça, c'est l'Hamiltonien 1, pardon. Hamiltonien 1, ça veut dire dans le potentiel V1. Et en considérant la fonction psi2 comme une fonction variationnelle pour l'Hamiltonien H1, je peux donc écrire que ceci est nécessairement plus petit, et donc c'est strictement plus petit, parce que j'ai montré que psi1 était différent de psi2, strictement plus petit que psi2 H1 psi2. Et qu'est-ce que c'est que psi2 H1 psi2, pardon? Qu'est-ce que c'est que psi2 H1 psi2? Ben c'est, puisque H1 c'est H2 plus V1 moins V2, donc c'est E2 plus l'intégrale dr de V1 de R moins V2 de R, et je vous rappelle qu'on a supposé qu'on avait la même densité de charge N de R. Alors on peut maintenant inverser le raisonnement, appliquer le principe variationnel pour l'Hamiltonien 2 et la fonction d'onde 2. Et de nouveau, vous montrez que c'est strictement plus petit, que psi1 H2 psi1, qui est égal à E1 plus l'intégrale dr, cette fois de V2 moins V1. Et donc maintenant, il suffit de faire la somme de ces deux équations. Donc vous faites la somme de ces deux équations, vous trouvez que E1 plus E2 est strictement plus petit que E1 plus E2. Donc une contradiction, ce qui montre que les deux potentiels, V1 et V2, doivent différer d'une constante. Donc, vous voyez, c'est extrêmement simple. Une utilisation extrêmement simple du principe variationnel vous montre que la densité de charge suffit à déterminer complètement le potentiel à une constante près. Ce qui, quand on y pense, est quand même un résultat assez extraordinaire de cette théorie. Donc ça, c'est Hohenberg-Kohn 1, le premier théorème de Hohenberg-Kohn, qui établit les fondements pour construire l'énergie totale, pour construire une fonctionnelle d'énergie qui ne dépend que de la densité de charge et dont la minimisation va nous donner l'énergie du fondamental. Je vais venir à ça un petit peu plus tard, la construction de cette fonctionnelle d'énergie, mais à ce stade, je veux juste m'arrêter là et vous montrer une application, immédiatement une application qui utilise les réseaux de neurones et le machine learning sur ce théorème.
Donc, encore une fois, ce qu'on a vu, c'est que la densité de charge suffit à déterminer l'hamiltonien et donc suffit, en principe, à déterminer complètement la fonction d'onde du fondamental. Et donc on peut jouer à l'exercice suivant. Est-ce qu'on serait capable d'apprendre à un réseau de neurones le théorème de Hunberg-Kohn? C'est-à-dire, est-ce qu'on serait capable d'entraîner un réseau de neurones pour qu'en lui présentant, alors donc c'est de l'apprentissage supervisé, hein, en lui présentant une densité de charge, il soit capable de reconstruire la fonction d'onde à n-corps complète. Donc ça, c'est un jeu auquel on a joué avec Javier Robledo Moreno dans cet article, et Giuseppe Carleo. Et je vais vous raconter un petit peu comment ça marche. Donc, c'est une preuve de principe, on va dire. Et donc, on l'a mis en œuvre, non pas sur un vrai matériau, mais sur un modèle jouet. Et le modèle jouet, alors c'est un modèle jouet, mais qui a quand même une physique déjà un petit peu intéressante. Ce modèle jouet, c'est des fermions sans spin à une dimension qui sautent d'un site sur l'autre avec une amplitude t, donc ça c'est l'énergie cinétique, un terme de potentiel à un corps, et j'ai bien pris soin de dire que ce potentiel à un corps pouvait avoir une valeur quelconque qui dépend du site, donc V dépend du site. Ça va être crucial évidemment pour entraîner notre réseau de neurones, puisqu'il faut l'entraîner sur des potentiels qui dépendent du site, plein de configurations du potentiel, et puis un terme d'interaction qu'on va évidemment fixer. Et ce modèle a un diagramme de phase qui est bien connu et qui a deux phases. Une phase quand U... Alors on va regarder ce modèle au demi-remplissage, c'est-à-dire une particule, pour des fermions sans spin, le demi-remplissage, ça veut dire une particule tous les deux sites. S'il y a une particule par site, évidemment, rien ne se passe dans ce modèle, les électrons ne peuvent pas sauter parce qu'ils n'ont pas de spin. Donc une particule tous les deux sites. Donc dans cette situation, ce modèle a un diagramme de phase bien connu. Pour U plus petit que 2T, on a une phase métallique qui, puisqu'on est à une dimension, est un liquide de Luttinger, avec un certain exposant de Luttinger qu'on verra tout à l'heure, qui caractérise la singularité de n de k au niveau de Fermi, par exemple. Et puis pour U sur T plus grand que 2, on a une phase isolante de Mott, donc ce modèle a une transition de Mott, qui brise la symétrie de translation, et qui est une phase isolante de Mott avec une onde de densité de charge, où en gros on a un fermion sur le sous-réseau A et pas de fermion sur le sous-réseau B, dans la limite extrême, et sinon disons qu'on a une modulation de la densité de charge avec une période 2A. Donc une phase isolante de Mott avec onde de densité de charge, et la transition entre ces deux phases est un point critique quantique, à U sur T égale 2, qui est bien caractérisé et qui est une transition de Kosterlitz-Thouless. Si vous voulez des détails, vous pouvez regarder ce célèbre livre de Thierry Giammarchi sur la physique quantique à une dimension. Alors, comment est-ce qu'on va apprendre à un réseau de neurones à reconstituer la fonction d'onde? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simuler ce modèle par exemple, diagonalisation exacte sur des petits systèmes. On pourrait aussi le faire par démerger sur des beaucoup plus grands systèmes. Pour toute une série de configurations du potentiel VL. Donc on va tout simplement choisir des potentiels tirés aléatoirement, donc des configurations de potentiel aléatoires. Pour une configuration donnée, on va calculer la fonction d'onde du fondamental. On peut faire ça que sur des petits systèmes. C'est une preuve de principe sur des systèmes de taille modérée, disons. Calculer la densité de charge, et puis optimiser un réseau de neurones. Je ne vais pas entrer, dans le cours d'aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup entrer dans le détail de la structure et de l'architecture des réseaux qu'on considère, parce que sinon il me faudrait beaucoup plus de temps. Donc, pour lesquels la couche d'entrée, c'est L nombres qui sont les densités de charge sur chacun des sites. Et puis la couche de sortie me donne la fonction d'onde sur chacune des configurations du système. Donc vous voyez que ça, ce n'est pas quelque chose qui va être très scalable vers des grandes tailles, puisqu'il y a exponentiellement beaucoup de neurones dans la couche de sortie. Ce n'est pas quelque chose qu'on aime beaucoup faire dans les réseaux de neurones. En général, on essaie plutôt d'avoir un nombre minimal d'output.
Et il y a un certain nombre de couches intermédiaires qui sont optimisées avec des fonctions d'activation, des poids et des connexions. Voilà, en l'occurrence, ces neurones, dans notre article, ces neurones utilisent une fonction d'activation qui est relue, comme on a vu dans des cours précédents. Encore une fois, je ne rentre pas dans le détail de l'architecture du réseau, parce que sinon, on ne va pas avoir le temps au cours de ce cours. Alors, comment est-ce qu'on va implémenter l'entraînement de ce réseau? Donc, c'est de l'apprentissage supervisé. On va implémenter l'apprentissage du réseau en minimisant ou en minimisant l'infidélité de la fonction d'onde, c'est-à-dire on prend le recouvrement entre la fonction d'onde prédite par le réseau pour une certaine configuration des paramètres internes θ et la fonction d'onde exacte du système, 1 moins ce module, nous donne l'infidélité, ça serait la fidélité de la fonction d'onde, et on entraîne le réseau de cette manière. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est des histogrammes d'erreurs, d'une part. Donc ça, c'est maintenant les erreurs sur un échantillon qu'on a généré qui va nous servir de validation. Donc on entraîne, c'est de l'apprentissage supervisé tout à fait habituel, on entraîne le système sur un training set, et puis on valide sur un ensemble de données de validation. Et donc n, alors je suis désolé pour les changements de notation, je vais extraire ça de notre article. N, ici, c'est le nombre de sites, donc 8, 10, 12, 14. Et donc, dans la phase métallique, U sur T égale 1, vous voyez un histogramme des erreurs sur l'échantillon de validation pour des tailles de plus en plus grandes, et vous voyez qu'effectivement, on arrive à entraîner le réseau en ayant des erreurs qui sont de l'ordre de 10-4, 10-5. Donc ça, c'est un histogramme sur un ensemble de validation qui est de nouveau des potentiels aléatoires. Et puis ici, on teste directement, on représente directement la manière dont la fonction d'onde est reconstruite. Donc ce que vous avez ici, c'est l'amplitude de la fonction d'onde sur une configuration de nombre d'occupations sigma. Ça, c'est la fonction d'onde cible. Et ça, c'est la fonction d'onde reconstruite par le réseau en fonction de l'amplitude du poids de la fonction d'onde sur cette configuration donnée. Et donc, vous voyez que pour plusieurs ordres de grandeur de poids, on reconstitue la fonction d'onde extrêmement bien pour deux potentiels aléatoires qui sont représentés ici, et avec des déviations pour les amplitudes qui ont des tout petits poids statistiques. Alors, on peut se faire le même exercice dans la phase de Mott et dans la phase et exactement au point critique. Et ça marche bien, aussi bien, à peu près aussi bien au point critique que dans la phase de Mott, un petit peu moins bien dans la phase de Mott. Vous voyez que les erreurs sont légèrement plus grandes, mais ceci vous montre, peut-être ça serait à ajouter à l'article de Kieran Burke, Lies My Teacher Told Me. Ceci vous montre que le théorème de Hohenberg-Kohn est parfaitement valable, y compris dans une phase isolante de Mott. Il existe une correspondance bijective entre la densité de charge et la fonction d'onde complète. Voilà, alors on peut pousser un petit peu ça et s'amuser encore un peu plus. Et donc ce qu'on a fait ici maintenant, c'est une fois notre réseau de neurones entraîné, on l'a interrogé sur la fonction d'onde pour des potentiels maintenant périodiques. Donc on l'entraîne sur des potentiels aléatoires, et puis on imagine que maintenant on a un matériau avec un potentiel périodique, un matériau entre guillemets, c'est ma chaîne à une dimension, et on lui demande de reconstituer la fonction d'onde. Et alors là, ce qu'on trouve, c'est que, vous voyez, alors on a choisi différents potentiels périodiques. Il y a un potentiel parabolique, comme si on confinait les systèmes dans un réseau optique, par exemple, un potentiel sans potentiel, un potentiel plat, et un potentiel qui a 4 fois la périodicité du réseau, et un potentiel qui est le potentiel jaune, me semble-t-il, qui a une période 2A. Donc, c'est le potentiel pour lequel on sait qu'au point critique, on va avoir une instabilité du système vers une onde de densité de charge. Et donc, vous voyez ici l'erreur qui est bonne pour tous les potentiels, sauf pour le potentiel
représentant le potentiel, l'instabilité privilégiée du système. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe au point critique? Il se passe que la relation entre la densité de charge et l'amplitude d'un potentiel qui a exactement la périodicité de l'onde de densité de charge va être non linéaire. Ça va être quelque chose comme paramètre d'ordre égale champ à une puissance 1 sur delta. Et donc ça veut dire que la fonctionnelle de densité au point critique a une singularité pour les potentiels qui ont cette périodicité de l'instabilité. Et effectivement, vous voyez que dans ce cas-là, on reconstruit très mal la fonction de l'onde. Donc, voilà, donc c'est une illustration du fait que le théorème de Hohenberg-Kohn suppose évidemment une régularité de la relation entre densité de charge et potentiel appliqué. Alors, évidemment, cette reconstruction de la fonction d'onde complète, ce n'est pas une reconstruction qui va pouvoir être appliquée à des grands systèmes. On ne peut pas entraîner un réseau de neurones à reconstituer la fonction d'onde d'un grand système, puisqu'il y a un nombre exponentiel de neurones en sortie qui paramétrisent la fonction d'onde, et surtout un nombre exponentiel de configurations. Mais maintenant, on peut s'amuser à autre chose qui est peut-être plus utile en pratique, qui est de se poser la question suivante. Est-ce qu'on peut entraîner un réseau à partir de la densité de charge, reconstruire une fonction de corrélation? Puisqu'il existe une relation une fois qu'on a la densité de charge, l'hamiltonien est complètement spécifié, et donc les fonctions de corrélation sont complètement spécifiées. Évidemment, cette relation n'est plus bijective. Si je vous donne la fonction de corrélation du système, a priori, il n'y a pas de théorème qui vous dit qu'il y a un potentiel unique. Mais c'est une relation injective. Si j'ai la densité de charge, la fonction de corrélation est complètement déterminée. Et donc, on a utilisé une autre architecture de réseau de neurones ici, qui est une architecture de réseau de neurones convolutionnel, donc avec des filtres qui établissent une convolution sur une étendue spatiale donnée, dans lesquelles la couche d'entrée, c'est toujours la densité de charge, comme précédemment, et cette fois, la couche de sortie, eh bien, c'est cette carte à 2 dimensions, R' de la fonction de corrélation densité-densité. Et de nouveau, on a entraîné le réseau, alors cette fois sur des tailles beaucoup plus grandes, on est allé jusqu'à L égale 50 en utilisant un calcul d'émergé de la fonction de corrélation. On a entraîné le réseau et vous voyez qu'on arrive à reconstruire la fonction de corrélation très bien. Donc ça, de nouveau, c'est la cible et la prédiction de la fonction de corrélation par le réseau sur un échantillon de validation. Et on s'est même demandé si, en apprenant, si sur la fonction d'onde reconstituée, on avait une précision suffisante pour extraire le paramètre de Luttinger. Et donc vous voyez ici une reconstitution, l'extraction du paramètre de Luttinger K en fonction de U sur 2T, la transition de phase est ici, sur la fonction de corrélation reconstituée, en fonction de U, donc ça c'est les points qui sont là, comparé à la prédiction exacte, puisqu'on connaît la réponse exacte pour ce modèle. La fonction de corrélation densité-densité a une composante non modulée qui décroît comme 1 sur la distance au carré, puis elle a une composante modulée à la périodicité 2A, qui décroît comme 1 sur L puissance 2K, où K est le paramètre du liquide de Luttinger, relié à U par cette formule. Et vous voyez la comparaison entre la reconstitution et la formule exacte. Voilà, donc ça c'est, disons, une sorte d'exercice dans lequel on apprend à un réseau de neurones à implémenter le théorème de Hohenberg-Kohn. Et on pousse même la chose un petit peu plus loin en reconstituant la fonction de corrélation et non pas la fonction d'onde à partir de la densité de charge. Bon, alors ça c'était Hohenberg-Kohn 1. Donc maintenant on va avancer un petit peu dans la théorie de la fonctionnelle de densité pour des applications plus sérieuses. Et pour ça,
j'ai besoin d'introduire la notion de fonctionnel de densité qui est au cœur de la théorie. Alors, vous allez trouver, quand je mettrai sur le site, des notes assez détaillées sur la construction de la fonctionnelle de densité, mais comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vais essayer de vous résumer les choses avec éventuellement quelques annotations au tableau. Donc le point clé, c'est qu'une fois qu'on a établi qu'il existait une correspondance univoque entre le potentiel et la densité, vous voyez que la densité de charge locale détermine donc la fonction d'onde du fondamental, de manière unique. Bien entendu, en principe, tout est dans le « en principe ». Et donc je peux considérer cet objet, qui est une fonctionnelle de la densité, qui est la valeur moyenne de l'énergie cinétique plus l'énergie d'interaction, il n'y a pas le potentiel dans cette expression, dans la fonction d'onde ψ0, ψ0 étant la fonction d'onde associée de manière unique à la densité de charge du système. Donc vous voyez que ça, c'est une fonctionnelle de la densité de charge qui est complètement universelle, qui ne dépend pas du matériau considéré, c'est-à-dire du potentiel V de R considéré, puisqu'elle ne contient pas le potentiel, d'une fonctionnelle universelle de la densité de charge. Et il me suffit maintenant d'ajouter à l'énergie totale le terme de potentiel, donc il n'y a que ce terme ici qui dépend spécifiquement du matériau considéré, par l'intermédiaire du potentiel V de R créé par les noyaux, pour obtenir une fonctionnelle de la densité de charge, qui est cette fonctionnelle universelle plus ce terme, et cette fonctionnelle, c'est la fonctionnelle de densité. Par minimisation de cette fonctionnelle sur la densité de charge, alors, disons, pour les puristes, en se limitant à une minimisation sur les densités de charge qui sont représentables par un potentiel à un corps V, donc c'est l'ensemble des V ici, eh bien, j'obtiens l'état fondamental du système. Donc, si je connaissais cette fonctionnelle exacte, il suffit de la minimiser par rapport à n de R pour obtenir l'état fondamental exact du système. Et ça, c'est, disons, ce qu'on appelle en général le théorème de Hohenberg-Kohn 2. Footnote à ceci, on peut aussi définir cette fonctionnelle universelle comme le minimum par une sorte de principe variationnel sur les fonctions d'onde, comme le minimum sur toutes les fonctions d'onde psi contraintes à me donner la densité de charge n de R. Donc j'imagine l'espace de toutes les fonctions d'onde à n corps qui me donne la bonne densité de charge n de R. Je minimise cette quantité K plus énergie cinétique plus interaction sur les fonctions d'onde psi et je reconstitue la fonction d'onde f de n. Ça, c'est l'approche de Lévy et Lieb de la construction de la fonction d'onde universelle. Alors vous voyez que essentiellement ce qu'on est en train de faire ici, c'est une transformée de Legendre. C'est-à-dire que c'est très similaire à, si vous revenez à la physique statistique, à regarder un système dans un champ extérieur. Donc prenez par exemple le système de spin, vous mettez ce système dans un champ extérieur qui peut dépendre du site, comme mon potentiel ici dépend du site. Étant donné ce champ extérieur, je peux calculer l'aimantation, et puis je peux construire une énergie libre de Gibbs qui est exprimée en fonction des aimantations, en ayant inversé la relation qui relie les aimantations au champ. Et l'état stationnaire, l'état d'équilibre du système, c'est la minimisation de l'énergie libre de Gibbs par rapport aux aimantations du système. Donc, essentiellement, tout ça est basé sur une transformée de Legendre qui fait passer du potentiel extérieur qui est le champ, dans mon analogie, à la densité de charge, qui serait l'aimantation dans mon analogie. Évidemment, toute transformée de Legendre n'existe pas, toujours, et c'est le théorème de Hohenberg-Kohn 1, la correspondance bijective, qui garantit que la transformée de Legendre existe. On peut par exemple se poser, ça c'est une note en bas de page, on peut se poser la même question sur l'expression de la fonctionnelle d'énergie en fonction de la fonction de Green d'un système. Ça, c'est ce qu'on appelle la fonctionnelle de Luttinger-Ward. Et est-ce que dans ce cas-là, cette transformée de Legendre existe? Et des travaux récents, auxquels Michel Ferrero, qui est dans la salle, a participé, montrent que cette fonctionnelle, elle a des problèmes. Donc, il ne faut pas penser que les transformées de Legendre existent toujours. Bon,
donc je continue. Il y a cette fonction universelle et on ne la connaît évidemment pas, c'est un résultat formel, et on voudrait la construire, au moins formellement. Alors il y a une méthode que je vous montre rapidement qui permet de la construire, qui est une méthode d'intégration sur la constante de couplage, qui n'est pas en général la méthode standard que les gens utilisent dans les livres, dans la plupart des livres, avec des exceptions, mais que j'aime beaucoup, donc je vais vous la présenter rapidement. L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle établit très naturellement la connexion avec l'autre pilier fondamental de la théorie de la fonctionnelle de densité, qui est l'approche de Kohn et Sham, mais qui n'est pas un pilier obligatoire de la théorie de la fonctionnelle de densité. On peut faire de la théorie de la fonctionnelle de densité sans utiliser une représentation de Kohn-Sham. Donc de quoi s'agit-il? Donc maintenant, je vais étendre un petit peu la construction précédente en ajoutant à mon Hamiltonien une constante de couplage variable. Donc je ne change pas la forme des interactions, mais je mets juste en face du terme d'interaction un paramètre alpha qui va varier de 0 à 1. Donc 0, ça serait le cas sans interaction, et 1, c'est mon système physique avec l'interaction de Coulomb qui a sa bonne valeur. Et maintenant, je vais choisir le potentiel à un corps V de manière à reproduire la densité de charge du système. Donc je me donne une densité de charge, n de R, et je me dis, garanti par le théorème de Hohenberg-Kohn 1, quel est le potentiel à un corps que je dois mettre pour que, quel que soit alpha, la densité de charge de ce système me donne n de R. Donc Hohenberg-Kohn 1 me dit que pour tout alpha, il existe effectivement un potentiel à un corps V alpha qui me donne n de R. Donc, quel que soit alpha, je dois avoir cette condition. Psi 0 alpha, c'est l'état fondamental du système dans cet Hamiltonien H alpha. Alors, vous voyez que quand alpha est nul, on a un Hamiltonien sans interaction. Mais cet Hamiltonien sans interaction n'est pas l'Hamiltonien sans interaction physique, dans lequel le potentiel prend sa valeur physique, puisque le potentiel V0 que je dois mettre ici, c'est le potentiel qui n'est pas celui créé par mes noyaux là où ils sont, mais qui est le potentiel que je dois mettre pour créer la densité de charge du vrai système physique. Donc le potentiel V0 ici n'est pas le potentiel physique V de R. Qu'est-ce que c'est que ce potentiel? C'est simplement le potentiel de Kohn-Sham. Donc ça, c'est l'idée de Kohn et Sham, qui consiste à dire, quand alpha égale 0, je peux complètement réaliser ce programme de représentation de la densité de charge. J'ai un Hamiltonien qui est maintenant un Hamiltonien à un corps, donc ce que j'appelle petit k ici, c'est P carré sur 2m, disons, c'est l'opérateur énergie cinétique pour un électron. Et tout ce que je dois faire, c'est résoudre cette équation de Schrödinger, qui est maintenant une équation de Schrödinger à une particule, trouver les fonctions d'onde phi a qui s'appellent les orbitales de Kohn-Sham, les énergies epsilon a qui sont les énergies de Kohn-Sham. Une fois que j'ai résolu ce problème, je peuple mes orbitales, puisque l'état fondamental psi 0, 0 dans ces notations est un déterminant de Slater. Je peuple mes orbitales les plus basses en énergie jusqu'à ce que j'ai rempli avec mes n électrons, et donc la densité de charge est donnée par cette expression, où la somme porte sur les n orbitales de plus basse énergie remplies. Et je peux facilement construire une expression explicite de la fonctionnelle de densité pour alpha égale 0, qui est tout simplement donnée par l'énergie cinétique de mon système de Kohn-Sham, plus le terme intégral des R, V Kohn-Sham de R, n de R, où V Kohn-Sham, c'est V0. C'est le potentiel effectif à un corps que je dois mettre pour représenter la densité de charge. Donc vous voyez que ça, c'est l'idée géniale de cette représentation de Kohn-Sham, qui consiste à représenter la densité de charge par un système sans interaction, un système à une particule équivalent, qui me sert juste de système représentatif de la densité de charge. Et le bonus qu'on a, c'est qu'on obtient une représentation explicite du terme d'énergie cinétique, mais attention, cette énergie cinétique ici n'est pas l'énergie cinétique physique du système, c'est l'énergie cinétique du système de Kohn-Sham dans la densité de charge n de R, qui va être la densité de charge physique de mon système. Mais j'en ai une représentation explicite. Alors maintenant, j'ai cette représentation de Kohn-Sham,
la question qui se pose, c'est comment est-ce que je construis la fonctionnelle de densité pour le système physique, la vraie fonctionnelle de densité qui est pour alpha égale 1. Alors je peux faire ça par intégration sur la constante de couplage. Donc j'écris que la fonctionnelle de densité que je cherche, c'est l'intégrale de la dérivée du système de 0 à 1, qui va me donner la fonctionnelle de densité pour alpha égale 0, qui est la fonctionnelle de densité de Kohn-Sham, que j'ai établie dans le slide précédent, plus l'intégrale de la dérivée. Hellman-Feldman me dit que si je prends la dérivée par rapport à un paramètre de cette expression, psi0 alpha est l'état fondamental de h alpha, eh bien c'est tout simplement la valeur moyenne dans psi0 alpha de la dérivée de l'hamiltonien. En effet, si la dérivée qui porte sur les fonctions d'onde s'annule par normalisation des fonctions d'onde, enfin par le fait que psi alpha est un état propre. Et donc je peux tout simplement faire ça, et vous voyez que cette expression a deux termes. Un terme qui est tout simplement l'énergie d'interaction dans la fonction d'onde psi alpha, puisque alpha était juste en facteur devant h interaction. Mais il ne faut pas oublier ce terme-là, qui est la dérivée du potentiel V alpha par rapport à alpha, puisque V alpha est choisi pour chaque alpha pour contraindre la densité de charge. Mais ce terme est tout intégré, donc je peux facilement faire cette intégrale, et donc finalement, vous obtenez l'expression finale formelle évidemment, de la fonctionnelle de densité comme étant l'énergie cinétique de Kohn-Sham plus le terme dans la potentielle physique intégrale de dr de V de R n de R plus une intégrale sur la constante de couplage. Et en fait, il est commode de réécrire un petit peu cette expression. Qu'est-ce que c'est que cette expression-là? Vous voyez que H interaction, c'est 1 sur R moins R', n de R', où n est l'opérateur densité. Donc essentiellement, cette expression-là, c'est le corrélateur densité-densité fois l'interaction entre particules, l'interaction de Coulomb, 1 sur R moins R'. Alors il est commode de faire apparaître la fonction de corrélation connectée, c'est-à-dire de sortir de n de R', la partie connectée. Donc je vais écrire n de R'. Au lieu de considérer ça, je vais considérer n de R moins sa valeur moyenne sans le chapeau, n de R' moins sa valeur moyenne. Donc ça, c'est la fonction de corrélation densité-densité connectée. Et les termes qu'il faut rajouter pour tenir compte de ce changement, me donne tout simplement l'interaction de Hartree, qui est tout simplement remplacer l'opérateur densité par sa valeur moyenne. Donc 1,5 de n de R, V interaction, n de R', qui est le terme de Hartree de l'énergie. Donc au final, on a construit la fonctionnelle de densité complète comme la somme de 4 termes. Un terme qui est l'énergie cinétique de Kohn-Sham pour la densité n de R, pour lequel j'ai une expression explicite, le terme de potentiel, l'énergie de Hartree, et puis un terme qui est là où se trouve toute la difficulté, qui est le terme additionnel, l'énergie qu'on appelle l'énergie d'échange-corrélation, et qu'on peut formellement écrire ici comme une intégration sur la constante de couplage de la fonction de corrélation densité-densité, mais la fonction de corrélation densité-densité dans un système contraint à avoir la densité de charge n de R. Donc en fait, cette fonction de corrélation densité-densité, elle ressemble beaucoup à celle que j'avais reconstruite tout à l'heure avec mon réseau de neurones. J'avais reconstruit une fonction de corrélation densité-densité étant donné la densité de charge du système. Ici, je le fais, mais quelle que soit la constante de couplage alpha, et pour un ensemble de constantes de couplage entre 0 et 1, sur lesquelles je dois intégrer. Donc voilà, tout ça est très formel, évidemment, mais vous donne une construction, disons, formelle de la fonctionnelle de densité, qui est la décomposition habituelle de la fonctionnelle de densité dans ces différents termes. Alors le point évidemment, au cœur de l'application des méthodes de fonctionnelle de densité à la structure électronique, tout ça est explicite, mais pas ça. C'est donc de trouver une approximation raisonnable de la fonction d'échange-corrélation. Et la première approximation
disons, qui a été historiquement utilisé, consiste à faire référence au gaz électro-homogène et à dire qu'on va remplacer cette fonctionnelle d'échange-corrélation exacte par une fonctionnelle d'échange-corrélation approchée dans laquelle on considère que la relation entre l'énergie d'échange-corrélation et la densité de charge est en chaque point la même que celle d'un gaz électro-homogène de densité N de R. La densité d'énergie d'un gaz électro-homogène de densité N de R est quelque chose qui peut être calculé par simulation Monte-Carlo, et c'est l'approximation LDR. Bon, donc voilà le formalisme de la fonctionnelle de densité présenté de manière rapide. Et ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est une application beaucoup plus pratique des méthodes de réseau de neurones qui utilisent cette idée de l'existence d'une fonctionnelle de densité, puisqu'après tout, il existe une correspondance bijective entre V de R et N de R. Il existe une correspondance, si je fixe la densité de charge, je connais complètement de Hamiltonien. Donc, en principe, je connais complètement le spectre du système. Alors, évidemment, l'erreur classique, et c'est, vous pouvez lire Kieron Burke, Lies My Teacher Told Me, l'erreur classique, disons le saut dans le vide, disons classique, c'est de considérer que les énergies de Kohn-Sham représentent une bonne approximation des états excités du système à une particule. Et ça, on sait que c'est fondamentalement pas justifié. Et on sait aussi que si on fait ça sur les semi-conducteurs, on trouve un gap d'énergie, le gap de Kohn-Sham, qui n'est pas une bonne approximation du vrai gap du système. Il y a évidemment toute une littérature là-dessus, ça fait l'objet d'un cours entier. Mais le point important, c'est ça, c'est que vous ne pouvez pas déduire une énergie d'excitation du système, au moins du point de vue fondamental, à partir du spectre de Kohn-Sham d'un système, même si vous avez calculé l'énergie de son état fondamental, en minimisant la fonctionnelle de densité. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est la chose suivante. On se dit, une approximation de la fonctionnelle de densité me donne une approximation peut-être raisonnable de la densité de charge, mais ne va pas me permettre de lire immédiatement le gap. Donc on pourrait faire la chose suivante, on pourrait apprendre à un réseau de neurones, donc c'est de nouveau de l'apprentissage supervisé, à partir de données expérimentales cette fois, apprendre à un réseau de neurones la relation qui existe entre densité de charge et gap expérimental. Donc je fais un calcul, ça nécessite un calcul de la densité de charge, ça nécessite une base de données de gap expérimentaux. On entraîne le réseau de neurones sur cette base de données et sur ce calcul, et ensuite on regarde comment ce système, comment ce réseau de neurones entraîné, quelles sont ses performances sur des matériaux qu'il n'a jamais vus. Donc c'est ce qu'on a fait dans cet article-là. Et de nouveau, le substrat fondamental de cette approche, c'est Hohenberg-Kohn 1, qui nous dit que la densité de charge doit en principe déterminer le gap du système. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé une base de données. Alors il y a remarquablement peu de matériaux, en fait, pour lesquels une tabulation fiable et précise des gaps expérimentaux, en l'occurrence les gaps optiques, a été faite. Vous voyez ici, dans cet article, qui est un article relativement récent, qui avait pour but de valider ou de comparer toute une série d'approches de calcul de structure électronique. Les auteurs ont compilé 472 matériaux. Donc 472 matériaux, c'est pas beaucoup, c'est très peu, 472 semi-conducteurs, pour lesquels le gap expérimental est connu de manière précise et fiable. Pour information, il existe à peu près, en fait relativement peu, 500 000 à peu près, à ma connaissance, disons en gros 1 million de matériaux connus, de matériaux solides. Donc c'est pas beaucoup. Mais 472, c'est vraiment très peu. Donc l'exercice ici est un peu hasardeux, dans la mesure où on va pouvoir entraîner notre réseau de neurones sur quelques centaines de matériaux. Mais néanmoins, c'est ce qu'on a fait. Donc ça, c'est un
un graphe que j'ai extrait de cet article qui vous montre la fréquence dans la base de données des matériaux en fonction de la taille du gap. Donc cette base de données est surtout, comme vous le voyez ici, constituée de matériaux qui ont un gap inférieur à 5 électronvolts. Il y a très peu de matériaux avec des grands gaps, et vous allez voir que notre réseau de neurones n'a pas une très bonne performance sur les matériaux à grand gap, pour cette raison. Et puis vous voyez ici aussi un histogramme des matériaux dans la base de données en fonction des composés. Est-ce qu'ils ont des électrons D, seulement des électrons SP, ou des électrons D, des électrons F. Et ça, c'est les éléments qui sont représentés dans la base de données. Vous voyez que cette base de données, elle contient très peu de métaux de transition, très peu pardon, de lanthanides et très peu d'actinides. Alors, quelle est la procédure qu'on a utilisée dans cet article? Donc, il faut donner en entrée la densité de charge. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais cette densité de charge, elle est calculée, elle est paramétrisée. Donc on va faire un calcul en utilisant une méthode une fonctionnelle de densité approchée, en l'occurrence tout simplement l'approche GGA-PBE standard. Donc c'est une approche très courante et très couramment utilisée et peu demandeuse en temps de calcul. Donc ce n'est pas une méthode sophistiquée du genre fonctionnelle de densité hybride dans laquelle on met une partie Hartree-Fock qui donnerait des bons gaps. C'est une méthode qui est assez précise pour la densité de charge et l'énergie, mais pas super précise pour les gaps. On a ajouté une correction de Van der Waals, bon, ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et on décompose la densité de charge sur des fonctions de base qui sont des polynômes orthogonaux dans la direction radiale et des fonctions angulaires dans la direction angulaire. Peut-être Ambroise utilisera ce genre de choses dans son exposé, avec des coefficients qui sont le développement de la densité de charge sur ces fonctions de base. Puis on construit des indicateurs, des features, qui vont être les données de notre couche d'entrée du réseau de neurones, qui sont donc des coefficients qui paramétrisent la densité de charge en ayant sommé sur le nombre quantique m de manière à avoir des objets invariants par rotation. Alors, ce genre de choses a été introduit dans la littérature sur l'utilisation des réseaux de neurones pour la théorie de la fonctionnelle densité ou la dynamique moléculaire depuis déjà pas mal de temps, en particulier dans un célèbre article, alors je dois avoir ça quelque part, dans un célèbre article de Beller et Parinello, dont on aura certainement parlé dans les séminaires, qui est un article, vous voyez, déjà assez pionnier, 2007, qui avait pour but d'accélérer le calcul des forces en dynamique moléculaire. Le réseau de neurones qu'on utilise pour faire la suite, donc ici, la couche d'entrée, ce sont ces indicateurs, cette paramétrisation, tous ces coefficients qui paramétrisent ma densité de charge. On les compresse, je ne rentre pas dans les détails, on les compresse en un nombre d'indicateurs un peu plus faible. Et puis ici, on a justement des réseaux de neurones de type Beller-Parinello qui compressent encore cette information. Et puis finalement, la couche de sortie du système, c'est le gap. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on entraîne ce réseau sur une partie de la base de données, quelques centaines de matériaux, et on regarde sa performance sur les autres. Donc je vais vous commenter un petit peu les résultats. Je n'ai pas le temps de rentrer vraiment dans les détails de la procédure, mais je vais vous commenter un petit peu les résultats, parce que je trouve qu'elles ont une portée assez intéressante. Donc en fait, alors ça c'est un type de plot qu'on appelle un radar plot, que les gens de machine learning aiment beaucoup. Donc je vais expliquer un petit peu comment ça marche. Sur chaque rayon de ce radar plot, vous avez eu l'erreur du système. Donc vous vous souvenez de ces erreurs qu'on avait introduites au cours 1. Donc ça c'est le mean absolute error, le mean absolute percentile error,
etc., etc. Donc ça, c'est les différentes erreurs, c'est la variance, etc. Donc c'est les différentes mesures de l'erreur de mon réseau sur l'ensemble de données que j'ai utilisé pour valider mon système. Et ce plot ici, cette représentation ici, compare trois choses. Donc il compare, donc on mesure le gap, hein, donc c'est des erreurs sur le gap du système. Donc on compare l'erreur sur le gap pour mon réseau entraîné avec des densités de charge calculées dans l'approximation LDA, l'erreur sur le gap pour des densités de charge calculées dans l'approximation GGA-PBE. Et puis, après tout, on pourrait se dire, pourquoi est-ce que vous faites tout ça? Pourquoi vous calculez la densité de charge? Après tout, il suffit de donner les positions atomiques et d'apprendre au réseau à à prendre le gap à partir de ma base de données, connaissant les positions atomiques. Et pourquoi passer par la densité de charge? Et donc, on a aussi fait ça. Donc ça, c'est un réseau qui prend les positions atomiques, qui prend la structure cristalline du système, qui apprend les gaps et qui est entraîné sur un certain nombre d'échantillons et vous donne le résultat sur un ensemble utilisé pour validation. Et donc vous voyez ici le résultat assez marrant, qui est que si vous entraînez votre réseau sur les positions atomiques, c'est le bleu ici, eh bien l'erreur est plus grande que si vous entraînez votre réseau sur les densités de charge. Et en fait, ce que vous voyez en comparant LDA, qui est en jaune, et PBE, qui est en rouge, c'est que meilleure est l'approximation sur les densités de charge, meilleure est la capacité du réseau à reconstruire le gap du système. Donc en fait, la morale de ça, c'est qu'il est préférable d'entraîner un réseau de neurones sur un indicateur, une couche d'entrée, qui paramétrise un aspect physique du système, puisque évidemment la densité de charge connaît quelque chose, sait quelque chose sur les liaisons chimiques, sur le bonding du système, qui va être un indicateur approché, puisque PBE n'est pas exact, il ne vous donne pas la densité de charge exacte du système, bonne approximation, mais pas exacte. Il est préférable de faire ça que de l'entraîner sur quelque chose d'exact, puisque les positions atomiques dans mon cristal, c'est la structure du système, mais qui n'a pas de contenu physique, qui ne dit rien sur la relation entre les positions atomiques et le gap. Et donc ça nous a bien amusé de voir que finalement, il était préférable, pour faire de l'inférence, il valait mieux faire de l'inférence à partir d'une quantité qui peut-être est approchée, mais a une certaine relation physique avec le problème, avec la quantité qu'on veut reconstruire, plutôt que des données exactes, mais pour lesquelles la relation physique est beaucoup plus ténue. Donc ça, c'est la première chose que vous montre ce radar plot à gauche. Puis si vous regardez celui de droite, vous verrez la chose suivante. Ici, vous avez une comparaison entre les prédictions du réseau pour les gaps entraînées par PBE, donc par les densités de charge calculées en GGA-PBE, c'est le rouge ici, et puis le gap, entre guillemets, de Kohn-Sham, qu'on déduirait des orbitales Kohn-Sham-PBE. Donc on sait très bien que ces approximations pour le gap incorrectement interprétées en termes des orbitales de Kohn-Sham ne sont pas bonnes. Et donc vous voyez ici que la prédiction du réseau est bien meilleure que la courbe verte ici, qui sont les gaps PBE. Et puis la dernière chose à regarder ici, c'est le marron qui est ici, donc qui coïncide pratiquement avec le rouge, qui est les gaps calculés avec une méthode beaucoup plus coûteuse, qui est une fonctionnelle densité hybride, qui combine une approximation de type GGA-PBE avec un calcul Hartree-Fock. Il y a des règles empiriques sur comment mélanger ces deux méthodes dans les fonctionnels hybrides. Il y a toute une série de fonctionnels hybrides. Et vous voyez que le réseau entraîné fait essentiellement aussi bien que les fonctionnels hybrides pour un coût de calcul qui est beaucoup plus faible.
puisque c'est le coût de calcul standard d'un calcul GGA-PBE. Et donc, grâce à ce réseau, on peut, une fois qu'on a entraîné le système, on peut, pour un coût minimal, qui est celui d'un calcul de densité, fonction de densité standard, estimer le gap de mon semi-conducteur. Alors, tout ça a été fait, tous ces résultats ici sont obtenus en prenant une partie des matériaux dans ma base de données, de mes 472 matériaux, comme pour entraîner mon réseau. Mais évidemment, il n'y a pas assez de matériaux, c'est petit, 472, et une autre partie comme ensemble de validation. Mais on peut aussi regarder la capacité du système à généraliser, c'est-à-dire à vraiment regarder un autre système qui n'était pas du tout dans ma base de données. Et donc là, on a essayé notre réseau sur des composés Van der Waals bidimensionnels, qui sont des dicalcogénures de métaux de transition bien à la mode actuellement. Et vous voyez que ça marche pas mal. Ce n'est pas merveilleux, mais enfin, ça marche quand même pas mal. On arrive à avoir une précision sur les gaps qui est de l'ordre de 15%, quelque chose comme ça. En revanche, sur les composés à grand gap, comme boron nitride, ça marche très mal, et ça, c'est parce que c'est un composé à grand gap, et il y avait très peu de composés à grand gap dans ma base de données. Donc, de manière peu surprenante, la généralisation sur des composés à grand gap marche mal. Voilà. Donc ça, si vous voulez, c'est une utilisation très data-driven, disons, de ces méthodes d'apprentissage, où l'idée, c'est est-ce qu'on peut accélérer la prédiction sur un matériau en combinant un calcul peu cher, peu coûteux, par des méthodes de fonction de densité standard, et en entraînant sur une base de données expérimentale pour prédire des observables qui ne sont pas immédiatement accessibles de manière précise à un tel calcul basé sur une fonction de densité standard. Alors, il me reste 3 minutes, et dans les 3 minutes qui restent, ou je vais peut-être dépasser un petit peu, dans les quelques minutes qui restent, je voudrais vous donner une idée, juste une idée, d'une direction actuelle dans ce domaine, qui pousse tout ça plus loin, et qui cherche à construire des nouvelles approximations de la fonctionnalité d'échange-corrélation en utilisant le machine learning. Donc, c'est un domaine qui est en plein développement, mais sur lequel il y a relativement encore peu d'articles, et peut-être certainement pas tous, mais une bonne partie des articles significatifs du domaine parus à ce jour sont juste concentrés sur ce slide. Alors, il y a des travaux pionniers qui ont commencé il y a vraiment pas mal de temps. J'ai déjà cité Beller-Parinello. Donc, le but de Beller-Parinello, c'était non pas de construire des fonctionnels de densité nouvelles, mais c'était d'accélérer les calculs de force dans les calculs de dynamique moléculaire et de surface d'énergie. Donc, ça va être le sujet du séminaire de tout à l'heure. Donc, je n'en parle pas maintenant. Il y a un joli travail qui a maintenant presque 10 ans du groupe de Kieron Burke et collaborateurs qui utilisait toujours de nouveau sur un système modèle, un petit peu comme le système de fermion sans spin à une dimension que j'ai présenté tout à l'heure, des réseaux de neurones pour construire une fonctionnalité de densité sur ce modèle jouet. Et puis beaucoup plus récemment, il y a eu toute une série de travaux. Par exemple, Marisi Ferrand-Serra et son groupe à Stony Brook, un groupe toujours Google DeepMind, dont je vais parler un petit peu maintenant, qui ont pour but d'utiliser toute une série de calculs, disons, avec des méthodes sophistiquées, avancées de chimie quantique. Donc, en général, c'est fait sur les molécules. Donc, avec des résultats très coûteux, des calculs très coûteux et précis, pour corriger les fonctionnalités de densité existantes et donc améliorer la fonctionnalité d'échange-corrélation. Voilà, donc il y a un certain nombre d'articles qui font ça. Et je vais très rapidement, pour finir le cours, brièvement vous décrire cet article du groupe de Google DeepMind, qui est paru il y a 2 ans et qui a abouti à cette fonctionnelle DM21.
je vous laisse juste savoir si vous aimez ce type de procédure. Mais je le décris très vite, hein, de manière qui sera probablement difficilement compréhensible, mais juste pour vous donner un petit peu une idée de ce qui est fait. Donc ce qui est fait, en fait, c'est assez simple, même si lire l'article prend un certain temps. C'est la chose suivante. Donc, on va utiliser toute une série de calculs de chimie quantique, par exemple, sur des molécules, et donner en input du réseau un vecteur, qui est un vecteur qui rassemble un certain nombre de caractéristiques du système. Donc la liste des features, pour utiliser le langage du machine learning, dans cet article est donnée ici. Donc on a une grille, on a une grille spatiale pour discrétiser les différentes quantités. En chaque point de la grille, on donne un vecteur qui a 11 composantes. Et ce vecteur, c'est la densité de charge, donc mon n de R, qui s'appelle ici ρ de R, pour chaque composante de spin, les normes et, du gradient de la densité. Donc c'est le gradient de la densité est calculé. C'est une approche qui utilise des idées liées à GGA, hein, aux approches de gradient généralisé, pour chacune des composantes de spin et pour la corrélation entre gradient ρ up et gradient ρ down. L'énergie cinétique locale en un point R, et puis une sorte d'énergie Hartree-Fock locale en un point R, une densité d'énergie locale, et puis également l'énergie LDA, donc seulement une partie de l'énergie LDA, celle qu'on connaît exactement pour le gaz d'électrons, qui varie comme ρ puissance 4 tiers. Donc tout ça est groupé dans un vecteur X de R. Et ce vecteur X de R, c'est l'entrée d'un perceptron. Donc ça, c'est un multilayer perceptron, qui nous donne en couche de sortie 3 nombres, qui sont des nombres F, donc c'est les nombres F qui sont ici, qui dépendent donc de ces features qu'on a entrés dans la couche d'entrée. Et ces 3 nombres vont être des poids qui vont modifier les densités d'énergie, qui seraient celles qu'on utiliserait dans une fonctionnelle hybride, dans une approximation locale. Donc dans une fonctionnelle hybride, on va avoir une composante LDA. Donc ici, c'est seulement l'échange. Donc c'est le terme en ρ puissance 4 tiers du gaz électron homogène. Ils n'ont même pas mis le terme d'échange corrélation avec la paramétrisation de Seperle-Adler. C'est juste le terme d'échange. Un terme d'Hartree-Fock local, et puis un terme d'Hartree-Fock local avec un noyau exponentiel ici, donc cette expression qui est là, multiplié par des poids qui vont donc modifier. Donc si tous les poids étaient, disons, des coefficients fixés, ça serait une fonctionnelle de type hybride local qui mélangerait une composante LDA et puis une composante Hartree-Fock avec certains poids empiriques, comme dans les fonctionnels hybrides. Et ici, ces poids sont appris à partir de calculs sophistiqués, enfin, du type couple cluster par exemple, sur des molécules. Donc voilà un petit peu l'idée générale. Et tout ça est entraîné sur une base de données de plusieurs milliers de calculs high-level de chimie quantique. Donc voilà en gros l'idée générale. Alors il y a un autre point dans cet article que je n'ai pas le temps de détailler ici, c'est que dans la base d'entraînement de ce réseau, on introduit aussi des systèmes dans lesquels on introduit une densité de charge correspondant à un nombre fractionnaire d'électrons. Et l'idée, c'est d'arriver à satisfaire une contrainte que je n'ai pas le temps de parler aujourd'hui, dont je n'ai pas eu le temps de parler aujourd'hui, qui est le fait que l'énergie totale du système doit être une fonction linéaire par morceau du nombre d'électrons. Donc ça, c'est une contrainte exacte sur la fonctionnelle de densité qu'on peut montrer exactement, mais qui n'est en général pas satisfaite par des approximations simples, du type LDA ou autre. Et donc, ils entraînent le système sur des systèmes à charge fractionnaire pour implémenter cette condition-là. Voilà. Et donc, les résultats sont illustrés par ces deux figures que vous pouvez et d'autres que vous pouvez les regarder dans l'article.
qui vous montre en particulier, par exemple ici, la déviation par rapport à la linéarité de la fonctionnelle de densité comparée à des fonctionnels standards ou des énergies de dissociation en fonction d'une coordonnée de réaction. Et ces méthodes, donc le claim de cet article, c'est qu'on arrive à construire une fonctionnelle qui est plus performante que les fonctionnels hybrides que vous trouverez dans la littérature. Voilà, bon, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais disons, c'était juste pour vous donner un petit peu un aperçu très rapide du genre de choses que les gens font actuellement. L'idée générale étant d'entraîner un réseau de neurones sur des méthodes précises de chimie quantique, de manière à construire une fonctionnelle de densité qui peut être ensuite utilisée de manière efficace dans des calculs de type TFT. Bon, je vais m'arrêter là. Je suis désolé d'avoir été un petit peu long. Je vous remercie d'avoir assisté à tout ce cycle de cours. J'espère que tout ça vous aura incité. Bon, il y a déjà des professionnels du domaine dans l'audience, mais pour ceux ou celles qui ne le sont pas, à vous intéresser plus à ce sujet. Et on se revoit à 11h30 pour les séminaires d'Ambroise, qui va continuer un peu dans la même veine, mais cette fois pour nous parler de dynamique moléculaire et de surface d'énergie. Je vous remercie.